Le 8 mai, à 6 heures du matin, le forward, sous ses huniers, sa misaine et son grand perroquet, perdait de vue l'établissement de Pennewek et ses perches hideuses auxquelles pendent, le long du rivage, des intestins de phoque et des panses de daim. Le vent soufflait du sud-est et la température remonta à 32 degrés, 0 centigrade. Le soleil perçait le brouillard et les glaces se desserraient un peu sous son action dissolvante. Cependant, la réflexion de ces rayons blancs produisit un effet fâcheux sur la vue de plusieurs hommes de l'équipage. Wolston, l'armurier, Gripper, Clifton et Bell furent atteints de snow-blindness, sorte de maladie des yeux très commune au printemps et qui détermine chez les Esquimaux de nombreux cas de cécité. Le docteur conseilla aux malades en particulier et à tous ses compagnons en général de se couvrir la figure d'un voile de gaze verte, et il fut le premier lui-même à suivre sa propre ordonnance. Les chiens achetés par Chandon à Openawake étaient d'une nature assez sauvage. Cependant, ils s'acclimatèrent à bord, et Captain ne prit pas trop de mal avec ses nouveaux camarades. Il semblait connaître leurs habitudes. Clifton ne fut pas le dernier à faire cette remarque que Captain devait avoir eu déjà des rapports avec ses congénères du Groenland. Ceux-ci, toujours affamés et réduits à une nourriture incomplète à terre, ne pensaient qu'à se refaire avec le régime du bord. Le 9 mai, le forward rasa à quelques encablures la plus occidentale des îles Baffin. Le docteur remarqua plusieurs roches de la baie entre les îles et la terre, de celles que l'on nomme Crimson Cliff. Elles étaient recouvertes d'une neige rouge comme du beau carmin, à laquelle le docteur Kane donne une origine purement végétale. Clawbonny eût voulu considérer de plus près ce singulier phénomène. Mais la glace ne permit pas de s'approcher de la côte. Quoique la température tendît à s'élever, il était facile de voir que les icebergs et les ice streams s'accumulaient vers le nord de la mer de Baffin. Depuis Openawake, la terre offrait un aspect différent et d'immenses glaciers se profilaient à l'horizon sur un ciel grisâtre. Le 10, le forward laissait sur la droite la baie de Hickston, près du 74e degré de latitude. Le canal de Lancastre s'ouvrait dans la mer à plusieurs centaines de milles dans l'ouest. Mais alors, cette immense étendue d'eau disparaissait sous de vastes champs sur lesquels s'élevaient des hummocks réguliers, comme la cristallisation d'une même substance. Chandon fit allumer ses fourneaux, et jusqu'au 11 mai, le forward serpenta dans les pertuis sinueux, traçant avec sa noire fumée sur le ciel la route qu'il suivait sur la mer. Mais de nouveaux obstacles ne tardèrent pas à se présenter. Les passes se fermaient par suite de l'incessant déplacement des masses flottantes. L'eau menaçait à chaque instant de manquer devant la proue du forward, et s'il venait à être nipped, il lui serait difficile de s'en tirer. Chacun le savait, chacun y pensait. Aussi, à bord de ce navire sans but, sans destination connue, qui cherchait follement à s'élever vers le nord, quelques symptômes d'hésitation se manifestèrent. Parmi ces gens habitués à une existence de danger, beaucoup, oubliant les avantages offerts, regrettaient de s'être aventurés si loin. Il régnait déjà dans les esprits une certaine démoralisation
accrue encore par les frayeurs de Clifton et les propos de 2 ou 3 meneurs tels que Penn, Gripper, Warren et Wolston. Aux inquiétudes morales de l'équipage se joignaient alors des fatigues accablantes, car, le 12 mai, le brick se trouvait enfermé de toutes parts. Sa vapeur était impuissante. Il fallut s'ouvrir un chemin à travers les champs de glace. La manœuvre des scies était fort pénible dans ces floes qui mesuraient jusqu'à 6 et 7 pieds d'épaisseur. Lorsque 2 entailles parallèles divisaient la glace sur une longueur d'une centaine de pieds, alors on élongeait des ancres fixées dans un trou fait au moyen d'une grosse tarière. Puis la manœuvre du cabestan commençait et on halait le navire à bras. La plus grande difficulté consistait à faire rentrer sous les flots les morceaux brisés afin de livrer passage au bâtiment, et l'on devait les repousser au moyen de pôles, longues perches munies d'une pointe de fer. Enfin, manœuvre de la scie, manœuvre du halage, manœuvre du cabestan, manœuvre des pôles, manœuvre incessante, obligée, périlleuse, au milieu du brouillard ou des neiges épaisses, température relativement basse, souffrance ophtalmique, inquiétude morale, tout contribuait à affaiblir l'équipage du Forward et à réagir sur son imagination. Lorsque les matelots ont affaire à un homme énergique, audacieux, convaincu, qui sait ce qu'il veut, où il va, à quel but il tend, la confiance les soutient en dépit d'eux-mêmes. Ils sont unis de cœur avec leur chef, forts de sa propre force et tranquilles de sa propre tranquillité. Mais à bord du brick, on sentait que le commandant n'était pas rassuré, qu'il hésitait devant ce but et cette destination inconnue. Malgré l'énergie de son caractère, sa défaillance se traduisait à son insu par des changements d'ordre, des manœuvres incomplètes, des réflexions intempestives, 1000 détails qui ne pouvaient échapper à son équipage. Et puis Chandon n'était pas le capitaine du navire, le maître après Dieu. Raison suffisante pour qu'on en arrivât à discuter ses ordres. Or, de la discussion au refus d'obéir, le pas est rapidement franchi. Les mécontents raillèrent bientôt à leurs idées le premier ingénieur qui jusqu'ici restait esclave du devoir. Le 16 mai, 6 jours après l'arrivée du Forward à la banquise, Chandon n'avait pas gagné 2000 dans le nord. On était menacé d'être pris par les glaces jusqu'à la saison prochaine. Cela devenait fort grave. Vers les 8 heures du soir, Chandon et le docteur, accompagnés du matelot Gary, allèrent à la découverte au milieu des plaines immenses. Ils eurent soin de ne pas trop s'éloigner du navire, car il devenait difficile de se créer des points de repère dans ces solitudes blanches dont les aspects changeaient incessamment. La réfraction produisait d'étranges effets. Le docteur en demeurait étonné. Là où il croyait n'avoir qu'un saut d'un pied à faire, c'était 5 ou 6 pieds à franchir. Ou bien le contraire arrivait, et dans les 2 cas, le résultat était une chute, sinon dangereuse, du moins fort pénible, sur ces éclats de glace durs et acérés comme du verre. Chandon et ses 2 compagnons allaient à la recherche de passes praticables. À 3 milles du navire, ils parvinrent non sans peine à gravir un iceberg qui pouvait mesurer 300 pieds de hauteur. De là, leur vue s'étendit sur cet amas désolé, semblable aux ruines d'une ville gigantesque, avec ses obélisques abattus, ses clochers renversés, ses palais culbutés tout d'une pièce.
un véritable chaos. Le soleil traînait péniblement ses orbes autour d'un horizon hérissé et jetait de longs rayons obliques d'une lumière sans chaleur, comme si des substances athermanes se fussent placées entre lui et ce triste pays. La mer entièrement, prise aux limites les plus reculées du regard. « Comment passerons-nous ? dit le docteur. « Je l'ignore, répondit Chandon. Mais nous passerons. Dut-on employer la poudre à faire sauter ces montagnes ? Je ne me laisserai certainement pas saisir par les glaces jusqu'au printemps prochain. Cependant, comme cela arriva aux Fox, à peu près dans ces parages, dit le docteur, bah, nous passerons avec un peu de philosophie. Vous verrez, cela vaut toutes les machines du monde. Il faut avouer, répondit Chandon, que cette année ne se présente pas sous une apparence favorable. Cela n'est pas contestable, Chandon, et je remarque que la mer de Baffin tend à se retrouver dans l'état où elle était avant 1817. Est-ce que vous pensez, docteur, que ce qui est maintenant n'a pas toujours été ? Non, mon cher Chandon. Il y a de temps en temps de vastes débâcles que les savants n'expliquent guère. Ainsi, jusqu'en 1817, cette mer demeura constamment obstruée, lorsqu'un immense cataclysme eut lieu et rejeta dans l'océan ces icebergs, dont la plus grande partie vint s'échouer sur le banc de Terre-Neuve. À partir de ce moment, la baie de Baffin fut à peu près libre et devint le rendez-vous de nombreux baleiniers. Ainsi, demanda Chandon, depuis cette époque, les voyages au nord furent plus faciles ? Incomparablement. Mais on remarque que depuis quelques années, la baie tend à se reprendre encore et menace de se fermer, pour longtemps peut-être. Raison de plus donc pour pousser aussi avant qu'il nous sera possible. Et cependant, nous avons un peu l'air de gens qui s'avancent dans des galeries inconnues, dont les portes se referment sans cesse derrière eux. Me conseillerez-vous de reculer ? demanda Chandon en essayant de lire au plus profond des yeux du docteur. Moi, je n'ai jamais su mettre un pied derrière l'autre, et dût-on ne jamais revenir, je dis qu'il faut marcher. Seulement, je tiens à établir que si nous faisons des imprudences, nous savons parfaitement à quoi nous nous exposons. Et vous, Garry, qu'en pensez-vous ? demanda Chandon au matelot. Moi, commandant, j'irai tout droit. Je pense comme monsieur Clawbonny. D'ailleurs, vous ferez ce qu'il vous plaira. Commandez, nous obéirons. Tous ne parlent pas comme vous, Garry, répondit Chandon. Tous ne sont pas d'humeur à obéir. Et s'ils refusent d'exécuter mes ordres ? Je vous ai donné mon avis, commandant, répliqua Garry d'un air froid, parce que vous me l'avez demandé, mais vous n'êtes pas obligé de le suivre. Chandon ne répondit pas. Il examina attentivement l'horizon et redescendit avec ses deux compagnons sur le champ de glace. Pendant l'absence du commandant, les hommes avaient exécuté divers travaux de façon à permettre au navire d'éviter la pression des icefields. Penn, Clifton, Bolton, Gripper, Simpson s'occupaient de cette manœuvre pénible. Le chauffeur et les deux mécaniciens durent même venir en aide à leurs camarades, car du moment que le service de la machine n'exigeait pas leur présence, ils redevenaient matelots et, comme tels, ils pouvaient être employés à tous les services du bord. Mais cela ne se faisait pas sans grande irritation. « Je déclare en avoir assez, dit Penn. Si dans 3 jours la débâcle n'est pas arrivée, je jure Dieu que je me croise les bras. » Te croiser les bras, répondit Gripper. Il vaut mieux les employer à revenir en arrière. Est-ce que tu crois que nous sommes d'humeur à hiverner ici jusqu'à l'année prochaine ? En vérité, ce serait un triste hivernage, repartit Plover, car le navire est exposé de toutes parts.
Et qui sait, dit Brunton, si même au printemps prochain la mer sera plus libre qu'elle ne l'est aujourd'hui. Il ne s'agit pas de printemps prochain, répliqua Pen. Nous sommes au jeudi. Si dimanche au matin la route n'est pas libre, nous revenons dans le sud. Bien parlé, dit Clifton. Ça vous va-t-il demanda Pen. Ça nous va, répondirent ses camarades. Et c'est juste, reprit Warren, car si nous devons travailler de la sorte et haler le navire à force de bras, je suis d'avis de le ramener en arrière. Nous verrons cela dimanche, fit Wolston. Qu'on m'en donne l'ordre, reprit Brunton, et mes fourneaux seront bientôt allumés. Reprit Clifton, nous les allumerons bien nous-mêmes. Si quelque officier, répondit Pen, veut se donner le plaisir d'hiverner ici, libre à lui, on l'y laissera tranquillement. Il ne sera pas embarrassé de se construire une hutte de neige pour y vivre en véritable esquimau. Pas de ça, Pen, répliqua Brunton. Nous n'avons personne à abandonner. Entendez-vous bien, vous autres? Je crois d'ailleurs que le commandant ne sera pas difficile à décider. Il m'a l'air fort inquiet déjà, et en lui proposant doucement la chose, « À savoir, reprit Plover, Richard Chandon est un homme dur et entêté quelquefois. Il faudrait le tâter adroitement. » Quand je pense, reprit Bolton, avec un soupir de convoitise, que dans un mois nous pouvons être de retour à Liverpool. Nous aurons rapidement franchi la ligne des glaces dans le sud. La passe du détroit de Davis sera ouverte au commencement de juin, et nous n'aurons plus qu'à nous laisser dériver dans l'Atlantique. Sans compter, répondit le prudent Clifton, qu'en ramenant le commandant avec nous, en agissant sous sa responsabilité, nos parts et nos gratifications nous seront acquises. Or, si nous revenions seuls, nous ne serions pas certains de l'affaire. Bien raisonné, dit Plover. Ce diable de Clifton s'exprime comme un comptable. Tâchons de rien avoir à débrouiller avec ces messieurs de l'amirauté, c'est plus sûr, et n'abandonnons personne. Mais si les officiers refusent de nous suivre, reprit Pen, qui voulait pousser ses camarades à bout, on fut assez embarrassé de répondre à une question posée aussi directement. Nous verrons cela, quand le moment sera venu, répliqua Bolton. Il nous suffira d'ailleurs de gagner Richard Chandon à notre cause. Et j'imagine que cela ne sera pas difficile. Il y a pourtant quelqu'un que je laisserai ici, fit Pen avec d'énormes jurons, quand il devrait me manger un bras. Ah, ce chien, dit Plover. Oui, ce chien, et je lui ferai son affaire avant peu. D'autant mieux, répliqua Clifton, revenant à sa thèse favorite, que ce chien-là est la cause de tous nos malheurs. C'est lui qui nous a jeté un sort, dit Plover. C'est lui qui nous a entraînés dans la banquise, répondit Gripper. C'est lui qui a ramassé sur notre route, répliqua Wolston, plus de glace qu'on n'en vit jamais à pareille époque. Il m'a donné ses mots des yeux, dit Brunton. Il a supprimé le gin et le brandy, répliqua Pen. Il est cause de tout, s'écria l'assemblée en se montant l'imagination. Sans compter, répliqua Clifton, qu'il est le capitaine. Eh bien, un capitaine de malheur, s'écria Pen, dont la fureur sans raison s'accroissait avec ses paroles. Tu as voulu venir ici et tu y resteras. Mais comment le prendre, fit Plover. L'occasion est bonne, répondit Clifton. Le commandant n'est pas à bord. Le lieutenant dort dans sa cabine. Le brouillard est assez épais pour que Johnson ne puisse nous apercevoir. Mais le chien, s'écria Pen. Captain dort en ce moment près de la soute au charbon, répondit Clifton. Et si quelqu'un veut... Je m'en charge, répondit Pen avec fureur. Prends garde, Pen. Il a des dents à briser une barre de fer. S'il bouge, je l'éventre, répliqua Pen en prenant son couteau d'une main. Et il s'élança dans l'entrepont, suivi de Warren, qui voulut l'aider dans son entreprise. Bientôt, ils revinrent tous les deux, portant l'animal dans leurs bras, le museau et les pattes fortement attachés. Ils l'avaient surpris pendant son sommeil, et le malheureux chien ne pouvait parvenir à leur échapper.
Hurrah pour Pen s'écria Plover. Et maintenant, qu'en veux-tu faire demanda Clifton. Le noyer, et s'il n'en revient jamais, répliqua Pen avec un affreux sourire de satisfaction. Il y avait à 200 pas du navire un trou de phoque, sorte de crevasse circulaire faite avec les dents de cet amphibie, et toujours creusée de l'intérieur à l'extérieur. C'est par là que le phoque vient respirer à la surface de la glace. Mais il doit prendre soin d'empêcher celle-ci de se refermer à l'orifice, car la disposition de sa mâchoire ne lui permet pas de refaire ce trou de l'extérieur à l'intérieur. Et au moment du danger, il ne pourrait pas échapper à ses ennemis. Pen et Warren se dirigèrent vers cette crevasse, et là, malgré ses efforts énergiques, le chien fut impitoyablement précipité dans la mer. Un énorme glaçon repoussé ensuite sur cette ouverture ferma toute issue à l'animal, ainsi muré dans sa prison liquide. « Bon voyage, capitaine !» s'écria le brutal matelot. Peu d'instants après, Pen et Warren rentraient à bord. Johnson n'avait rien vu de cette exécution. Le brouillard s'épaississait autour du navire et la neige commençait à tomber avec violence. 1 heure après, Richard Chandon, le docteur et Gary regagnaient le forward. Chandon avait remarqué dans la direction du nord-est une passe dont il résolut de profiter. Il donna ses ordres en conséquence. L'équipage obéit avec une certaine activité. Il voulait faire comprendre à Chandon l'impossibilité d'aller plus avant, et d'ailleurs, il lui restait encore 3 jours d'obéissance.